une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale avec des professionnels des médias baptisés Info Hebdo. Nous sommes le samedi 6 octobre de l'an 2018. Cette semaine au Bénin, 3 grandes actualités ont animé l'opinion publique nationale et internationale et par la même occasion ont partagé les gros titres à la une des canards parus. Le porte-parole de l'initiative de Niki Sabi Korogone a été jugé le mardi 2 octobre dernier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Sa sentence est de 12 mois d'emprisonnement ferme et de 3 millions de francs CFA d'amende. La veille, le lundi 1er octobre 2018, quelques membres du bloc de la majorité parlementaire des députés, ils ont animé une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur les réelles motivations de leur soutien aux nombreuses réformes engagé par le président Patrice Talon, tout en refutant la thèse selon laquelle il pourrait avoir une vassalisation de l'Assemblée nationale. Les conférenciers, il s'agit de Orden Aladatin, Jean-Michel Abimbola, Patrice Nombimé, Rachidi Badamansi, André Okunola et Gérard Benochi ont exposé dans un argumentaire soutenu les législations qu'ils ont votées depuis l'avènement du régime de la rupture. Et puis, prévu pour le jeudi dernier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le procès relatif à l'affaire découverte de 18 kg de cocaïne pure découvert dans un conteneur appartenant à Kajaf Common de Sébastien Germain à Javon en octobre 2016 est renvoyé au 18 octobre prochain. Un renvoi qui résulte de l'absence des prévenus qui se sont fait remplacer. 3 sujets à décrypter ce jour et pour un débat en toute équité, en toute autonomie, en toute indépendance. Je reçois pour vous, chers amis internautes, 2 professionnels des médias, pas des moindres, dans le cosmogramme médiatique béninois. Il s'agit de Médéric François Gongo, que je ne présente plus d'ailleurs sur ce plateau d'émission d'Info Hebdo. Il est éditorialiste fondé du quotidien Actu Express. Il sera face à Agapite Napoléon Maforican, consultant médias communication, analyste politique. Sans plus tarder, nous les retrouvons pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Médéric François Gongo. Bonjour. Bonjour, bonjour amis de ESAE TV. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda. Vous êtes face à Agapite Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour, je rappelle aux amis internautes que vous êtes consultant médias communication, analyste politique. Alors, Agapite Napoléon Maforican, nous allons partir de la deuxième information que j'ai donnée à l'entame de cette émission. Il s'agit de la sortie médiatique des députés, de quelques députés membres du bloc de la majorité parlementaire. En tant qu'analyste politique, comment avez-vous apprécié cette sortie effectuée par quelques membres du BNP? C'est une sortie classique. C'est normal. Ils sont en train de sessions, viennent de finir une série de sessions extraordinaires. Il y a un certain nombre de sujets brûlants de l'actualité nationale. C'était normal pour eux de sortir, donc de repréciser un certain nombre de choses et surtout de montrer à nouveau la boussole qui, selon eux, qui constitue leur ancrage aujourd'hui. Donc, pour moi, ce n'était pas un événement particulier. Il n'y a pas un événement particulier. Mais François Gongo, à votre avis? Je pense que la sortie médiatique du BNP participe de l'animation de la vie publique. BNP avait été secoué un peu par des problèmes de leadership. BNP s'était retrouvé quelque peu échaudé, quelque peu, j'allais dire, désarticulé par les 2 échecs de la révision de la Constitution. Le BNP était comme dans une position de se repositionner, si je le répète, pour se réconcilier avec le chef de l'État qui devrait, sur la base des résultats négatifs, devrait déjà tenter de reconsidérer ses relations avec le BNP. Et là, on l'a vu avec une multiplication des ensembles politiques au sein de la mouvance présidentielle. On a vu Bénin en route, on a vu UND, on a vu des grands ensembles. Mais finalement, nous avons vu que le BNP se retrouve quelque peu casé dans cette affaire, dans cet élan de formation de blocs unitaires, de 2 blocs ou de 3 blocs politiques. Le BNP joue son existence politique, oui, parce que jusque-là, la soixantaine de députés n'a pas rassuré de ce qu'elle peut permettre au chef de l'État d'avancer considérablement sur le terrain des réformes, même si les réformes en elles-mêmes ne doivent pas constituer d'un thème de campagne.
puisque toute dynamique politique est faite de réformes, comme une dynamique tout simplement vitale et sociétale. Donc les réformes devraient être plus... La particularité au niveau des réformes, les réformes devraient être plus traduites en termes d'adhésion, en termes de retour au consensus qui fonde depuis l'existence politique du Bénin, depuis la conférence nationale, mais on a comme l'impression que les réformes dont on nous parle, dont on nous rabâche, les oreilles ne sont que de l'enfumage et que le problème serait particulièrement ailleurs. Je reviens. Je dis, Médéric, Agapit Napoléon Mafourican, quand vous avez suivi cette sortie médiatique effectuée par les députés, est-ce que vous n'avez pas comme l'impression qu'il y a une réponse du berger à la bergère? Parce que pour la plupart du temps, ils se sont attardés sur les différentes déclarations effectuées par les membres de l'opposition, en l'occurrence les députés de la minorité parlementaire de l'autre BMP, qu'ils qualifient de minorité mécanique de blocage. Oui, vous savez, c'est un peu ça le déficit, le grand défaut des démocraties occidentales, où effectivement il existe des camps un peu trop figés, trop statiques, qui n'arrivent pas à bouger. Parce que quand on parle de minorité de blocage, quand on parle de majorité vassalisée, vous vous rendrez compte que c'est justement des positions, c'est des postures que ces gens adoptent pour ne pas, pour rester calés dans leur logique. Et en réalité, c'est qui les membres de la minorité de blocage, c'est qui ceux de la majorité vassalisée. C'est les mêmes personnes qui, Souyaï, étaient peut-être alliés ici, d'autres... Si on refait le puzzle, oui, vous retrouverez que certains de la minorité se retrouveraient avec d'autres de la majorité. C'est pour dire qu'un peu notre démocratie, un peu, contrairement à ce que dit Médéric, on n'est pas dans un consensus, on est dans des posturalisations continues, cycliques et périodiques. C'est-à-dire que selon le système... C'est loin du consensus. Non, il n'y a même pas eu de consensus. Même 90 pour moi n'était pas un consensus. C'était la victoire d'un système dans une banqueroute où on n'avait pas d'autre issue que d'avancer. On peut revenir. Mais restons un peu dans le schéma d'aujourd'hui. Dans le schéma d'aujourd'hui, c'est que il est advenu que l'avènement de Patrice Talon a reconstitué la majorité au Parlement. Et donc, c'est normal qu'il sorte, c'est normal qu'il réponde. Mais je disais tout à l'heure qu'il y a eu 2 échecs. Il n'y a pas eu d'échec. La deuxième révision n'est pas un échec, je continue de le dire. C'est le refus du chef de l'État peut-être d'aller au référendum qui constitue l'échec du bloc. Ce n'est pas le fait qu'il y a une minorité qui a bloqué. Parce que, comme je l'ai dit, le référendum est la norme. Il y a eu aussi c'est au minima. Le référendum, le constituant a fait du référendum la norme. Donc aller au référendum, c'est ce qui est normal. Mais donc, le chef de l'État a préféré ne pas y aller. Donc il n'y a pas eu de... Mais l'un dans l'autre, pour moi, réponse du berger à la bergère, c'est la logique de cette démocratie. La question est de savoir, ça nous amène où? Vous savez, moi, cette sortie ne m'apporte pas grand-chose. Mais est-ce que quelque part, quand on écoute un peu les déclarations du député Ordena Ladatin, les déclarations du député Jean-Michel Abibola, coordonnateur du dégroupement politique, est-ce qu'on ne voit pas un peu les raisons, les fondements qui motivent un peu, un tant soit peu, les différents acteurs à soutenir le gouvernement du président Patrice Talon? Parce qu'ils ont exposé quand même certaines législations qu'ils ont eu à voter. Pourquoi au niveau, par exemple, je donne par exemple le cas du code électoral, ils ont estimé que la caution devait être à 250 millions de francs CFA parce qu'ils estiment que si avec 2,5 milliards on peut aller en campagne électorale, ça veut dire qu'on peut trouver au moins 250 millions pour... je pense qu'on a déjà tout dit. On a déjà dit tout ça. On a déjà dit. Ça ne changera personne de sa position. Ça ne changera personne de sa position. Moi, je pense que le problème, le bloc, le BMP, aujourd'hui, doit plutôt se concentrer sur le terrain. C'est normal. Cette conférence, comme je l'ai dit, c'est classique. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Sinon, en fait, aujourd'hui, c'est d'aller expliquer beaucoup plus sur le terrain le bien fondé des réformes. Les réformes, sur le plan des débats, on a dit, tout dit, les 250 millions, celui qui ne veut pas être d'accord ne sera jamais d'accord. Parce que, comme je dis, la démocratie nous enferme dans des positions statiques. On a oublié de défendre son camp ou de ne pas. C'est-à-dire, donc, il faudrait aller sur le terrain, expliquer aux populations. Celui qui est en mesure de dépenser 2,5 milliards comme frais de campagne peut quand même mettre en caution 250 millions. Quitte à le reprendre quand il y a 10%. Donc, qu'il ait travaillé, qu'on ne connaît pas des gueux, des singes ou des cancrelats, excusez du peu, comme des candidats. On en a eu. On a des gens qui viennent perturber l'environnement, qui viennent gonfler inutilement le nombre de candidats et qui viennent amuser la galerie. La fonction est tellement sacrée qu'on n'a pas besoin de cette catégorie. Donc, il n'est pas normal. Et je pense que le recentrage du jeu aujourd'hui est tel que des groupes de formation politique désormais en bloc, s'ils se retrouvent et vont aller chercher des gueux, ils seront quand même le pays ne manque pas tant de leaders. Donc voilà pour la question du code électoral. Mais si on revient à
je me recentre encore sur votre question. J'estime que la sortie du BMP, pour moi, elle est normale, elle est logique, elle est classique, mais elle n'apporte pas. Le chef de l'État avance dans ses réformes, en clair. Le BMP le soutient, en clair. Tout ce que la minorité va toujours attaquer, en clair. Les lois votées, vous voyez, quand la minorité gagne, on empêche d'aboutir à un résultat, on dit que la démocratie a prévalu. Quand la majorité est dans son jeu, dans ses règles, et fait gagner, et fait voter des lois normalement, comme toute la procédure l'indique, on dit que la démocratie est en danger. Ouais, ça c'est des postures. Des postures donc, mais la sortie du BMP ne changera pas. Par contre, sur le terrain, dans nos localités, il est important d'aller expliquer en langue nationale à certaines populations qui reçoivent aujourd'hui, par le biais des réseaux sociaux, reçoivent un certain nombre d'informations, parfois erronées, parfois de manipulation. Il faut aller sur le terrain et aller parler aux populations. Je pense que nos politiques, nos députés ont besoin d'aller parler maintenant dans les localités, à leur cible, à leur population, pour leur expliquer les bien fondés. Je pense que c'est là que le travail se pose, parce que moi je suis sur les réseaux sociaux et je vois ce que pensent parfois, par défaut, certains concitoyens qui ne comprennent pas. Il y a des émissions interactives auxquelles je participe, où parfois quand vous écoutez certains compatriotes qui sont peut-être un peu plus loin à l'intérieur, ils ne comprennent pas. Par exemple, on dit mais pourquoi on veut forcer les gens à créer 2 blocs pour aller aux élections? Forcer les gens à créer 2 blocs. Et pourtant, il n'y a jamais eu une déclaration pour dire qu'on veut forcer les gens. Les gens sont libres de garder leur parti. Le code électoral n'a jamais obligé, ni la charte des partis n'a jamais obligé quelqu'un à se fondre dans un parti. On peut rester parti X, parti Y, mais on ne peut pas être conforme aux exigences. Non. On peut même se créer, être conforme. Parce que ce que dit la charte des partis est différent de ce que dit le code électoral. Les deux se complètent. Il y a une complémentarité, mais vous pouvez rester petit parti, micro-parti, et ne pas engager des mandats nationaux. Vous pouvez rester là. Peut-être si vous n'avez pas 10% national, vous n'avez pas accès au siège. Mais ne pas avoir accès au siège ne vous empêche pas ne vous enlève pas le statut de contribuer dans le débat public national. Donc, vous comprenez que aux États-Unis, ce n'est pas parce qu'on a le Parti démocrate, le Parti républicain, qu'il n'y a pas une multitude de partis qui animent la vie politique au niveau américain. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a, quand vous allez en Allemagne, il y a 4-5 grands partis politiques, mais il y en a une bonne vingtaine de micro-partis. En France, donc, ce n'est pas parce que on dira des blocs que les autres vont disparaître. Mais ils ne seront plus logés à la même enseigne. On saura qui est qui. Et vous devez assumer votre statut apparent. Vous pouvez vous apparenter à un parti sans vraiment être dans le parti. Et vous positionnez sur la liste du parti avec son logo. Et après, vous ferez connaître votre nuance quand le moment viendra. Donc, cette logique existe ailleurs. Et donc, il faut aller l'expliquer dans nos localités aux populations, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Donc vous comprenez que pour moi, ceux qui soutiennent l'action du président de la République doivent aller sur le terrain. Pour moi, je pense qu'on a déjà suffisamment parlé au niveau des... Il faut en finir avec les discours. Oui, il faut finir avec les discours, les monologues, je veux dire. Il faut aller au dialogue. Et le dialogue, c'est avec ceux qui ne sont pas encore manipulés, ceux qui sont encore bloqués dans leur position. C'est ceux qui sont en position de réceptivité. C'est avec eux qu'il faut aller faire du dialogue. Sinon, ce serait un dialogue de sourds. Frédéric François Rougon, à suivre un peu l'argumentaire de Agapit Napoléon Maforika, on retient quand même qu'on a comme l'impression aujourd'hui qu'on ne peut jamais avoir une législation consensuelle au niveau du Parlement. Vous savez que lorsque vous voyez la nature du BMP, on voit là un cocktail détonnant de personnes que tout oppose dans un passé récent, puisque le chef de l'État gère dans une proportion de 75% avec des gens qui l'ont combattu lors des élections. Il se pose alors, au-delà de la légalité du pouvoir, un problème de légitimité de pouvoir, puisque ceux qui doivent accompagner les réformes, ces réformes liées du chef de l'État, se retrouvent systématiquement hors jeu. Et c'est ceux qui n'ont aucun intérêt à aller expliquer à leur base que Talon doit réussir et va réussir, parce que tel n'était pas le thème de campagne il y a quelques petites années, et tel ne sera pas le thème de campagne dans quelques mois. C'est ceux-là qui se retrouvent malheureusement, ou heureusement avec le chef de l'État, parce que la logique, 1, d'imploser les grands partis politiques, la Renaissance du Bénin, le PSD, la logique 2, de mettre, j'allais pas dire homme d'État de nuire, de prendre la décision, de faire agir la rage et la ruse, et de ne pas respecter les engagements avant le premier tour et entre les deux tours des campagnes. Bref, lorsque dans cette... au sein de ces faisceaux convergents d'actes négatifs dénotant
de l'absence d'éthique et de morale, les deux fondamentaux de la pratique en démocratie libérale, qui ne saurait s'accommoder d'une tropicalisation, mais qui doit rester et demeurer normative. La démocratie doit être normative. Les règles qui sont en cours dans les pays les plus développés, les plus relativement civilisés, tels que vous les avez énumérés tout à l'heure, ne sont pas des règles sorties ex nihilo. C'est parce que là-bas, tout ne tourne pas autour des hommes, mais tout tourne autour des systèmes. Mais lorsque tout tourne autour des systèmes, c'est que les systèmes sont bâtis sur des philosophies de développement, sur des élans devant porter... Est-ce qu'il ne faut pas y en arriver? J'en viens. Devant porter une philosophie. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Lorsqu'on interroge la nature du pouvoir talon, on constate aisément qu'avant les élections, il n'y avait pas en tant que tel de proposition de développement, mais il y avait beaucoup plus une focalisation des débats autour de qui est candidat B de qui, autour de qui est plus intellectuel que qui, autour de qui est néocolon que qui. Bref, on n'a jamais travaillé, ni au sein des grands ensembles politiques qui se sont retrouvés complètement vomis par les populations. Parce que lorsque l'on a le PRD, la Renaissance du Bénin, la FCBE, subsidiairement, l'Union fait la nation avec soi, en tant que candidat de la France et du parti au pouvoir, je vais nommer le candidat Lionel Zissou, et que l'on n'a fait que 26%, c'est de la France. Et l'on n'a fait que moins de 30%, ce qui n'a jamais été vu à l'ère du renouveau démocratique, où le premier au deuxième tour, où le président élu a tout au moins 30% au premier tour. C'est dans cette logique que le pouvoir actuel s'est installé. Et très tôt, nous avons vu le Conseil des ministres qui a été transformé en chambre d'inquisition. Et les réformes, au lieu d'être... Attendez, j'en viens. Au lieu que les réformes soient porteuses de développement, mais l'on a constaté que les réformes ont été pour traquer les opposants politiques, pour harceler. Je pense que ce que nous disons. On va revenir au cas à Sébastien Germain. Non, je ne parle même pas de ça. Je parle même pas de ça. Je parle de traquer les opposants. Pourquoi on parle de traque aux opposants? Il y a des opposants en exil. On n'a plus jamais vu ça depuis le renouveau démocratique. Il y a des opposants qui sont en exil aujourd'hui. Il y a des opposants qui sont contraints. Les Ali Soglo en exil. Il y a des opposants qui sont contraints à se clochardiser ou à subir les humeurs, je ne dirais pas la rigueur, les humeurs de la loi des princes locataires de la République. Dans cette logique, le BMP se retrouve comme être inefficace. Le BMP se retrouve... Mais est-ce qu'à votre avis, ce n'était pas légitime que, ayant subi plusieurs attaques de la part de la minorité parlementaire, des différents partis politiques de l'opposition, est-ce que ce n'était pas légitime que le BMP puisse sortir aussi et apporter quand même sa part de vérité dans le débat? Ben, évidemment, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'animation, que cela participe de l'animation de la vie publique. Mais en toute objectivité, on ne peut pas balayer du revers de la main tout ce qui a été dit quand même. Bon, écoutez, moi je crois. Et là, il faut que les choses soient claires. Nous ne sommes pas là du haut de plus de 20 ans de carrière pour nous deux. Nous ne sommes pas là pour défendre un camp. Nous les avons vus tous à l'œuvre. Ce n'est qu'une politique de chaises roulantes, de passe-passe, de gestion des susceptibilités des intérêts. Nous le savons. Il y en a qui ne le savent pas parmi les journalistes. Ils le sauront plus tard. C'est l'histoire du petit cochon et de sa maman. Nous savons que nous avons l'obligation, puisque les émissions sont datées, nous avons l'obligation de dire ce qui est sur la base des prismes que nous utilisons. Et aujourd'hui, on ne peut pas dénier à ce gouvernement, quand on voit un peu les compétences qui étaient appelées dès le départ, quand on voit un peu les expertises, je vois le jeune ministre des Finances, je vois le ministre de l'Énergie, je vois le ministre des Affaires étrangères, quand je vois tout cela, à qui l'on a fait appel, je me disais qu'enfin, on peut avoir des raisons d'espérer que tel que le président, le citoyen Patrice Talon, avait réussi à la tête de cette société, il pourrait également faire réussir le Bénin ainsi. L'élan était bien pris. Mais un pays n'est pas une société. Mais très tôt, les difficultés liées à la gestion des susceptibilités et la volonté de tout faire en étant record arrivent à noyer
les efforts. On ne peut pas me dire que le gouvernement ne fait pas d'efforts. Je vois la rénovation du système au niveau des cantines. Je vois les ponts de Ouamé, de Tovek-Bamé. Je vois la promptitude avec laquelle, au niveau de Malanville, la fois dernière, l'équipe de Jacques Ayadi s'est dépêchée. Je vois la décision au niveau de la santé où on interdit aux médecins d'officier dans les deux, même si il y a des effets collatéraux que ces décisions pourraient avoir. Je vois beaucoup de choses qui pourraient constituer de la crème pour l'établissement de la charpente argumentaire de ce système du BMP. Mais qu'est-ce que je vois? Je constate que longtemps empêtré dans les difficultés, pour chassant les opposants politiques, on a passé tout le temps à faire du dilatoire, à laisser les autres se réorganiser pour se retrouver tels des prisonniers dans un tremplin pour repartir de belle. On ne s'est pas occupé de l'essentiel. Le chef de l'État l'a dit devant le clergé musulman. On ne m'a pas aidé à expliquer les réformes. Tout simplement parce que peut-être qu'on a décidé, peut-être parce qu'on a décidé, exactement, parce que peut-être à des niveaux donnés, on a décidé de donner des pelles au port. Et quand c'est comme ça, l'on ne connaît plus l'importance de l'expertise et de la consultation réelle. Et là, c'est deux passages. Pour vous dire que, au niveau du BMP, le jeu ne peut plus se faire là. Parce que c'est des députés qui, pour la plupart, ont bâti campagne contre talent, mais qui se retrouvent avec le chef de l'État, parce que pour la plupart, ayant des casseroles, parce que pour la plupart, obligés de s'agripper au gouvernement pour ne pas tomber, parce qu'habitués aux privilèges du pouvoir. Bref, nous avons des gens qui agissent sur la base des considérations qui sont complètement à l'antipode des intérêts du peuple. Et aujourd'hui, tel que l'on le constate, ce sont les petites erreurs du système que les opposants, vous allez voir, au début du système, les opposants étaient presque sclérosés. Il n'y avait pas de matière. Mais ceux qui sont au pouvoir ont la latitude d'agir. Mais au lieu d'agir, ils n'ont pas agi. On ne peut pas agir sans... si vous agissez, c'est normal qu'il y ait des réactions. Oui, j'en viens. Exactement, c'est ce qu'elle dit. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des yeux. Voilà, on ne peut pas faire des réformes, même si parfois c'est de l'enfumage. Mais je dis, bel et bien que lorsque les mouvanciers jouent à faire de la politique politicienne, jouent à tenter de plaire au chef, jouent à transformer l'Assemblée, là je pèse mes mots, en structure vassalisée. Non, nous n'allons pas affirmer cela. Excusez-moi du peu, je retire mes mots, même s'il est parti trop vite. Je crois que nous sommes dans un cas de figure où la soixantaine de députés sait déjà que leur retour est hypothéqué. Alors, Agapit Napoléon Mafourican, vous l'avez dit tout à l'heure, cela veut en quelque sorte dire que cette sortie qui a été effectuée est quand même en préparation des prochaines élections législatives, parce qu'au-delà de tout, quand même, ça a pris le détour, ou bien ça a pris l'allure d'une sorte de campagne pour essayer d'expliquer ou de vulgarisation des différentes législations qui ont été votées depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon. Comment ces législations ont aidé les jeunes, comment ces législations vont apporter quand même une plus-value au développement de cette nation. Non, en fait, il faut comme je l'ai dit au départ, c'est de l'animation. Romédek aussi l'a dit. Il a dit qu'ils sont dans leur rôle. C'est normal. Mais Médéric disait tout à l'heure qu'ils ont afin qu'ils reviennent, leur arrivée est hypothéquée. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est deux choses différentes. Ils sont dans l'animation de la vie. Ils sont dans un camp. C'est normal qu'ils défendent le camp. Parce qu'on a comme l'impression qu'ils sont dubitatifs aussi. Non, du tout. Ils ne sont pas dubitatifs. Enfin, vous ne pouvez pas présager de demain. Il n'y en a pas. 1000 pages au ciel. Regardez aux États-Unis. Les médias, les sondages, tout le monde a annoncé Hillary Clinton gagnant. Et c'est cet homme qui est arrivé. Donc, c'est-à-dire, nulle part, vous ne pouvez être sûr de rien. C'est-à-dire que c'est nulle part. Donc, encore qu'ils n'ont pas toute la décision, parce que, moi, je pense qu'il faut saluer le courage des députés soutenant la nation du chef de l'État. Parce qu'ils se sont lancés dans une aventure sans issue,
Et ils sont courageux à le faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec mes gars du train de casserole. Combien de trains de casserole? Quelle casserole? Parmi eux tous, le seul éventuellement qui traînait quelques casseroles, c'est Kassa par rapport au PPA2. Mais ça a été. Il y a un non-lieu. Il y a un non-lieu. Il y a machine agricole. Il y a un non-lieu. Moi, je ne sais pas. Il y a pas un dossier de machine agricole qui existe aujourd'hui et qui sont instruits aujourd'hui. Il y a tellement de dossiers dans ce pays depuis 1990 qu'on ne peut pas faire le lycée. Moi, c'est les affaires qui vont au tribunal qu'on doit analyser. Et dans le cas d'espèce, c'est Kassa seul qui traîne des dossiers. Il y a ces gubes. Aujourd'hui. Il y a ces gubes. Oui, mais aujourd'hui. Donc, il n'y a pas encore de situation claire. Donc, que les gens soutiennent l'action du chef de l'État, c'est normal. Ils sont dans des positionnements politiques. C'est tout à fait. C'est normal. Non, c'est une évidence. Donc, parler de l'Assemblée nationale vassalisée, je trouve que non. Comme je dis toujours, c'est sous cette mandature, sous cette législature, que le chef de l'État a vu son projet de révision de la Constitution rejeté. Au premier, non pris en considération. Ça, on ne peut pas parler de l'Assemblée vassalisée. Il y avait déjà des députés mouvanciers. Et d'autant plus non vassalisés que la minorité a empêché l'Assemblée de faire cette révision directement pour la deuxième opération. Ah, donc c'était directement pour la deuxième opération. Mais il y a deux possibilités. Donc il y a eu échec. Ça n'a pas eu lieu directement. Non, ça dépend de votre lecture. J'ai dit que le principe, c'est le référendum. Mais on devrait faire économie de temps, de moyens, que c'est des propositions qui ne mettent pas qu'on aille façon référendum réellement. C'est tellement technique que c'est quand même dommage que la minorité n'ait pu saisir cette chance pour qu'on avance. Mais ça montre quand même qu'il y a une dynamique au Parlement. Donc, moi, les mêmes personnes qui disent qu'il n'y a pas de démocratie au Bénin, les mêmes personnes, quand même, on arrive à parler, mais dès qu'elle là, ils parlent. Il y a plein de personnes, il y a des partis d'opposition qui sont là, il y a des personnalités, il y a des gens qui font des postes publics, qui attaquent le gouvernement, qui injurient le président, qui disent pourtant ils sont là, on dit qu'il n'y a pas de démocratie, qu'on n'est pas dans une autocratie. Tout ça, ça m'agace parce que ça montre c'est pourquoi. Quand on est dans des postures un peu trop enfermées, il faut qu'on se libère un peu, il faut qu'on se relâche. Ce qui se passe dans ce pays, c'est que quand vous croisez les bras, vous n'aurez aucun problème. Mais quand vous êtes dans l'action, vous aurez des problèmes. Quel que soit. Mais dès qu'on lui donne le pouvoir tout de suite, tous ses amis vont le méconnaître. Parce que l'exercice de pouvoir d'État, l'exercice de pouvoir d'État vous oblige à écouter les différents camps qui viennent à vous et à faire la synthèse. Vous ne pouvez plus être l'homme que vous faites au moment où vous n'étiez pas encore président. Donc, ça veut dire que Patrice Talon, c'est normal. Moi, j'ai vu Yahi Boni tellement comme un ange, tellement comme un agneau, je veux dire, prendre le pouvoir. Mais une fois le pouvoir, vous avez vu comment l'évolution a eu lieu. On a vu ce groupe en 90. Donc, si on remonte à l'histoire, même le président Zissou, Émile Delin, que les militaires ont amené en 68, s'ils avaient imaginé que c'est un coriace, ils ne l'auraient jamais fait venir. Mais autant il est arrivé, autant il s'est fait un plébiscite, une élection où il était seul, la publicité. Et l'armée, un an après, rapidement, l'a descendu, parce qu'ils n'ont pas retrouvé le personnage qu'ils avaient. Mais c'est un homme rigoureux, extrêmement rigoureux. Le président fait président Émile Delin Zissou. Donc, c'est pour dire que l'exercice de pouvoir d'État vous oblige à la synthèse. Et faire une synthèse. Il y a beaucoup de rigueur. Faire une synthèse, sauf si vous voulez faire de l'inaction. Moi, je salue le courage des députés du BMP, honnêtement. Ils sont dans une situation d'incertitude. Et le nouveau code qu'ils ont, le code électoral, nous plonge dans une révolution que seule la jeunesse, dans 10, 15, 20 ans, appréciera à sa juste valeur. Moi, les gens d'aujourd'hui, c'est normal que les gens ne soient pas d'accord. Parce qu'on est déjà habitué à un système. On est déjà habitué à une pléthore de candidatures. On est déjà habitué à 15 millions. On est déjà habitué au parti qui a un député. C'est normal mais Napoléon, est-ce que quelque part, il n'y a pas des candidatures qui viennent rien que pour contribuer au débat, pour faire des propositions? Mais le débat est ouvert. Ils n'ont qu'à faire des propositions ouvertes. Ils n'ont qu'à aller vers les médias. Est-ce qu'on a besoin d'être candidat pour faire le débat? Moi, je pense qu'il est évident. Il est évident que même avec 250 millions de caution, celui qui veut prendre le risque, qui a envie qu'on l'entende dans un débat présidentiel, il paiera. Il paiera. Il va le faire. Non? Mais s'il y a autant de candidats que nous sommes, autant de Béninois, si 20, 30, 50, parce qu'il faut payer 15 millions, qui se banalisent de plus en plus, s'il faut le payer, mais vous vous retrouvez avec 50 candidats, 60 comme au Sénégal, 80 de candidats, mais quand même on n'en a pas besoin. C'est un fauteuil présidentiel. Parce que, donc, c'est pour vous dire que, pour résumer clairement cette sortie du BMP, pour moi, ils sont dans leur rôle. Il faut saluer leur courage par rapport à l'action qu'ils ont fait, leur action au Parlement, parce qu'ils connaissent Patrice Talon, ils connaissent les rigueurs, ils connaissent
que le soutenu ne veut pas dire que vous avez 4 pions sur rue. Ils savent que le soutenu ne veut pas dire simplement que vous êtes repositionné systématiquement sur les listes. Ils savent qu'ils doivent cravacher dur. Et pourtant, ils sont là. C'est pas parce qu'ils n'ont pas... C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'autres issues. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de choix. Un homme a toujours un choix à prendre ou à laisser. Donc, ils ont toujours le choix. Alors donc, ce courage, il faut saluer et montrer simplement que maintenant, une fois cela fait, il faudrait peut-être qu'il aille capitaliser, comme je l'ai toujours dit, aller expliquer la démarche, aller expliquer la position. Je veux dire un mot, mais dès qu'on parler des gens qui sont en exil, non, je pense qu'il faut qu'on utilise de gros mots. Il n'y a personne qui soit en exil. Il y a des gens qui ont quitté librement le pays. Okay. Il y a des gens qui ont quitté librement le pays. Il y en a qui ont des mandats d'arrêt. Moi, je pense qu'il faut... on va revenir peut-être au cas. Voilà. Donc il y a des gens qui ont des mandats d'arrêt. Là, dans le cas d'espèce, je pense qu'on peut dissocier les cas. Mais quand vous quittez le pays pour fuir la justice, je ne pense pas que c'est une manière de dire je suis prisonnier politique. C'est trop facile. Donc l'actuel président n'était pas un exilé politique. Quand il avait fui la justice, je n'étais pas un exilé politique. Il est rentré avant d'être élu président. Il n'est pas resté. Non, j'ai dit là. Oui, mais quand il était citoyen, il a fui la justice. Mais il est rentré avant d'être candidat. Donc fuir la justice ne doit pas être considéré comme un délit. Non, si vous quittez, parce que vous craignez, je ne vais pas dire, c'est vous qui avez parlé d'exiler. C'est-à-dire que si vous craignez pour votre sécurité, pour votre vie, vous quittez, c'est un problème. Ça, c'est un autre problème. Mais dire que vous êtes un exilé, c'est comme pour être exilé, il y a des conditions qui doivent être remplies. Mais chacun peut se sentir exilé aussi, dans sa forme. Mais donc, il faut que nous puissions dissocier, parce que même ceux qui avaient été abrités par les Américains, en ce temps, on leur a donné les conditions pour rester sur le territoire américain. Parce qu'ils n'étaient pas considérés absolument comme des exilés. Les gens qui étaient librement de leur pays ne peuvent pas être des exilés. Par contre, ils peuvent être protégés parce qu'ils ont évoqué des situations. Et puisqu'on n'a pas encore fait des enquêtes pour comprendre, on dit, OK, pour éviter que demain, une démocratie comme les États-Unis puisse, ou bien une démocratie quand même vieille, puisse être mise en cause, on les maintient. Et on fait des enquêtes. Donc, il faut qu'on fasse un peu la part des choses. Et dans le cas de Patrice Talon, n'oubliez pas qu'il y a quand même eu des interventions. Donc, il y a beaucoup plus de bons offices, disons, des conciliabules pour concilier des amis politiques, que beaucoup plus que pour maintenir dehors un exilé. Alors, Médéric François Gogo, quand il va de près pour passer à notre sujet, au niveau du BMP, on a comme l'impression que sur ces 62 députés qui soutiennent le chef de l'État, il n'y a qu'environ une dizaine qui participent véritablement et activement à des actions de soutien au chef de l'État. Alors, la cinquantaine restante, elle est où? Non, vous savez, c'est lié à l'organisation interne. C'est lié à l'organisation interne du BMP. C'est peut-être le choix par délégation de pouvoir. D'abord, je tiens à dire à l'opposition politique qu'elle n'a pas à céder à l'autosatisfaction. Et à dire à la mouvance présidentielle, notamment au BMP, qui semble quelque peu céder à la trouille. On a l'impression qu'il y a de la débandade et que le doute s'est installé. Et il suffit de le voir dans la nature, dans le timbre, et dans le débit des propos, tel que moi je l'ai vécu à une formation la fois dernière, et avec le président Bimbola, et avec mon frère et ami Oden Aledati, je lisais sur les regards, lors des discussions organisées par l'association béninoise du droit constitutionnel, je lisais sur les regards des deux farouches défenseurs de la cause du pouvoir en place, de la crainte. J'ai vécu... Ou de la gravité. Les deux, compte tenu des prismes que l'on utilise et des éléments, des paramètres que l'on considère pour analyser le sujet. Je lisais également le même scepticisme dans leur regard qui se traduisait par l'agressivité. Et c'est le principe, j'allais dire, de ceux qui peinent à convaincre. C'est de lever le ton. De vouloir, en lieu et place de la persuasion, imposer ou la déviance, ou le fait d'éluder la question, ou de la contourner, ou tout simplement de confondre celui que l'on a en face de soi. Tel que ça se passe aujourd'hui, je l'ai dit bien,
la révision de la Constitution devrait avoir lieu. Moi, je n'ai pas combattu la révision de la Constitution. Parce que le système partisan tel que c'était ne pouvait pas être maintenu en l'état. Nous l'avions vu avec l'ancien décès du ministère de la Justice, déjà en 1998. Nous l'avions étudié en 1998. Le document existe. On devrait déjà nous amener à l'érection des systèmes politiques. Pas forcément pour dire deux tendances, pas forcément pour procéder par l'élimination par le montant, parce que le risque, c'est que nous courons vers l'instauration d'un régime plutocratique. Non, non, c'est pas vrai. Ou tout simplement d'un régime où l'argent sera le premier critère de sélection. C'était pire. Bon, ça c'est un débat que nous allons mener. J'évolue dans le débat pour dire par exemple... de l'argent dans les élections au Bénin. Pour dire par exemple, partout d'ailleurs, pour dire par exemple que pour moi la révision de la Constitution, il faut de l'argent notamment au niveau de deux aspects. campagnes. Au niveau de deux aspects. Le système partisan et l'obligation aux partis politiques d'animer véritablement la vie publique. Parce que l'on me dira que s'il y a en lieu et place de sympathisants, on a véritablement des militants, qui est le cadre d'électeurs, et qui est le cadre de militants, qui cotisent, qui participent aux universités organisées par le parti, qui participent aux activités du parti, de mobilisation, d'explication du parti, on me dira que naturellement, le système de multipartisme intégral procédera par sélection des grands ensembles politiques. Ça, c'est la conception du professeur Robert Dossou. Parce que pour lui... Qui a taillé tellement... Ça fait 30 ans bientôt. Bah, non, mais il a répété la fois dernière. Oui, mais parce que pour lui... C'est normal qu'il défende son affaire. D'abord, parce que pour lui, on ne peut pas régenter, on ne peut pas limiter la faculté du Béninois de jouir de son droit civique, donc d'appartenir à tel groupe politique ou à tel autre groupe politique. Mais au même moment, Robert Dossou est le premier à savoir qu'on n'a rien régenté. On ne va pas s'attarder dessus. On va pas s'attarder. J'évolue dans mon raisonnement. Allez-y, nous allons passer au sujet suivant. Donc, la deuxième université pense qu'on peut y aller par la pyramide renversée. Et c'est celle-là. Moi, je participe de la pyramide renversée. Parce que le désordre a trop duré. Les électeurs ne connaissent même pas les élus. Les députés vont là-bas pour faire des affaires et se disent que par le mécanisme de transhumance, parce que le député est hautement à géométrie variable, ou selon les humains, les intérêts du moment, les députés votent pour un pouvoir qui soit despotique, démocratique ou tout simplement nationaliste. Suivez mon regard. Donc, lorsque l'on se retrouve dans ce cas de figure, on en a raison de souhaiter que l'on ait la révision ou la revisitation du système partisan. S'il faut que l'on éloigne le spectre de la révision qui fait peur. Parce que souvent, quand on dit qu'on veut réviser, on pense que c'est une révision taillée sur mesure, comme ceux qui ont douté de la démarche, quoique normale, quoique objective, du chef de l'État, de vouloir tout faire pour écarter ses éventuels concurrents demain, pour ne pas avoir des problèmes après. Merci à vous, Médéric François Gongo. Donc, en résumé, en deux phrases, le BNP a une sortie plus qu'opportune, parce qu'on doit répondre du tic au tac, et l'atmosphère s'installe déjà pour les élections législatives. Il faut que nous ayons des sujets pour établir des thèmes sur lesquels nous allons focaliser les attentions de tous. Merci. Mais le BNP vous a déjà démontré qu'elle est désuète, rétrogradée et inefficace. Merci à vous. Agapit Napoléon Mafouricain, vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure le cas Sébastien Germain à Javon. Le jeudi dernier, il était convoqué à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il s'est fait représenter par ses conseils. L'audience n'a pu se tenir parce que la criette exige la présence des prévenus. Alors, en tant qu'analyste politique, avec votre parcours, comment pouvez-vous interpréter les faits ? Rapidement, je vais revenir sur la sortie du BNP, du président Robert Dossou. Parce que c'est important de dire que ouais, les anciens, je les comprends parce qu'ils sont tellement ils sont tellement fiers de leur constitution qu'ils estiment que c'est tellement tout est dedans, on ne doit pas toucher à ça. Non, je pense qu'il faut les laisser parce qu'eux-mêmes nous ont sorti des options fondamentales qui n'avaient jamais existé. Ils nous ont sorti en 2011, ce qui n'avait jamais existé nulle part. Ils ont sorti un certain nombre d'agrici déjà. Donc, cette constitution que non, je pense qu'ils ont déjà fait le travail, ils ont déjà fait le job, il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils nous laissent avancer. Et notamment le fait de réglementer. Sinon, en réglementant même la candidature à 40 ans, en 90, c'était déjà une élimination.
en limitant la candidature à 70 ans, c'était déjà une élimination. On a dû aller au référendum avec 3 bulletins. Le blanc, le rouge et le vert, qui était le oui, mais sans élimination d'âge. Alors, donc déjà, il y avait déjà des éliminations à l'époque, il ne faut pas qu'on en parle aujourd'hui. C'est normal que ces réformes de tests en amènent à ces polémiques. Donc, mais quand ceux qui sont déjà érudits presque dans le système, il ne faut pas qu'ils utilisent ce type de vocable comme le commun des citoyens. Il n'y a pas d'élimination, il y a une réglementation parce qu'on a voulu mettre le curseur à un moment donné pour atteindre des objectifs. C'est ça le travail du législateur. Alors, Sébastien, j'aimerais savoir. Cela dit, non, en fait, mon propos tout à l'heure ne concernait pas directement le président Diavon. Mon propos, c'était globalement pour tous les citoyens, tous les citoyens. Ceux qui sont dehors aujourd'hui, c'est les gens qui ont une procédure de justice. Taourène 3 a eu le courage peut-être de rentrer. Et puis bon, il subit la rigueur de la loi, ce qui est normal, je ne suis pas d'accord, il saisit la voie de recours. Et puis bon, là, au moins, moi, je trouve qu'il est courageux. Et je salue son courage par ailleurs également. Donc c'est là, dans le cas du président Diavon, je pense que c'est normal qu'il y ait étonnement. Hein, de son côté, du côté des siens, parce que bon, c'est un dossier ça n'a pas été classé sans suite. Il faut voir, dans les termes du judiciaire, il y a des variantes et puis il y a des nuances. Lorsqu'on dit que vous êtes relaxé au bénéfice du doute, ça veut dire qu'à tout moment, le dossier peut rebondir. Parce que le doute a subsisté. Le juge n'a pas dit « vous êtes blanc, vous êtes noir ». Il dit « je ne suis pas sûr ». Et on dit dans le doute, s'abstenir. C'est ça le principe. Dans le doute, s'abstenir. Donc, dans le doute, le juge s'est abstenu de condamner. Le principe étant la liberté. C'est ça Moi, je n'ai pas écouté le juge, je n'ai pas écouté le parquet, je n'ai pas accès au dossier. Donc je ne peux pas aller dans le fond du dossier parce que je ne connais pas. Mais je dis, le peu que je connais en la matière, c'est que c'est au bénéfice du doute. D'autant même que quand un parquet classe sans suite un dossier, le parquetier ajoute toujours que mais cela ne veut pas dire que le dossier est totalement clos, puisque si de nouveaux éléments surgissaient, il se relève le droit. C'est ça au niveau du parquet. Donc, dans le cas d'espèce, sans doute que de nouveaux éléments sont advenus. Il faut attendre le débat au fond. Il faut attendre peut-être qu'il rencontre le juge ou que ses avocats aient accès au juge, au parquet, au procureur donc spécial de la Criette. Mais ce qui, moi, me désole, ce qui m'embête, moi, vous savez, le débat de droit doit avoir lieu. Le débat de juriste doit avoir lieu. Le président Diavon a fait recours à des avocats de renommée internationale. Je pense qu'il faut laisser le débat se faire. Maintenant, c'est que le débat est pollué par des sorties tempestives, par des propos qui ne sont pas la récupération politique. Pas la récupération politique. Je pense qu'il faut respecter la République. C'est notre République, c'est notre État. Il y a des gouvernants qui sont là aujourd'hui, ils partiront, d'autres vont venir. Mais quand vous traînez les institutions de la République à terre, quand vous banalisez, quand vous vulgarisez, hein, vous tentez de vulgaire vos institutions, mais de quelle patrie vous reconnaissez-vous? De quel pays vous reconnaissez-vous? C'est un peu ça. Pour moi, c'est normal que le débat judiciaire se fasse. C'est normal que les avocats fassent des sorties. C'est normal que certains soulèvent leur inquiétude. C'est normal que d'autres rassurent. C'est normal qu'on évoque le droit. C'est normal que d'autres évoquent les comptes. C'est tout à fait normal que chaque parti évoque les... Et à partir du moment où c'est quand même des institutions régulièrement en place, la Criette a été instituée par une loi, a été régulièrement contrôlée, la loi qui est passée en contrôle de constitutionnalité, promulguée. Donc, laissons la Criette faire son office. Et le procureur dira alors au président Diavon les nouveaux éléments dont il est possesseur. Ces avocats auront le temps de les prendre et de les analyser, de travailler ces éléments-là. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Donc, pour moi, je ne reconnais pas encore. J'estime que c'est normal, le président Diavon a une démarche qu'il doit pouvoir avoir, se doter d'avocats. Il l'a. Maintenant, il a qu'à suivre les conseils de ses avocats. Pour moi, je pense que si en restant dans cette dynamique, c'est bon. Mais tout ce qui autour du dossier... La exige sa présence. Ça, c'est des débats judiciaires, c'est des débats au parquet. Donc, pour moi, je ne veux pas rentrer dans le débat du parquet. Parce qu'il y a quelqu'un qui est payé pour faire son job. Et il y a d'autres qui sont payés pour faire leur job. Donc, entre le parquetier et les avocats du prévenu, ou bien du président Diavon, qui n'est même pas encore inculpé, donc du coup, il n'est rien encore bien à sa cause, puisqu'on l'a juste convoqué. Je pense qu'il faut que les gens sachent raison garder. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, demain, ça peut se rattraper. Mais aussi au niveau de l'environnement national. Les populations qui écoutent, qui ne sont pas peut-être, qui n'ont pas un certain niveau de compréhension, de culture,
auront d'autres lectures des choses. Il ne faut pas qu'on récupère politiquement toute situation, même les situations les plus techniques. Et il n'y a même plus de présomption de bonne foi. Il n'y a même plus de présomption de prérogatives des institutionnels. Il y a une banalisation des institutions. Il y a un haro totalement sur les institutions. Il faut que nous fassions beaucoup attention. Sinon, la démocratie... Enfin, je pense que si nous banalisons nos institutions, on va se retrouver un bon matin ne retrouvant aucune institution pour nous défendre. Mais derrière François Gogo, Agapit l'a évoqué tout à l'heure, il y a des suspicions, des inquiétudes, des incertitudes légitimes peut-être, qui ont amené peut-être le président Sébastien Germain Adjavon à se faire représenter par ses conseils convenablement au Code de procédure pénale selon ses conseils. Voilà aujourd'hui que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dit que cela n'est pas conforme au Code de procédure pénale et le Code de procédure pénale. Alors, prochainement, les jours à venir, à quoi nous attendons? Vous savez, les faits. Voilà un dossier que nous avons suivi particulièrement où l'on a déclaré avoir vu dans un conteneur d'une société appartenant au président du patronat de la drogue 18 kg, rapidement qualifié de pur. L'un dans l'autre, le CETID, qui devait connaître du produit, a dit qu'il n'a jamais vu le produit. Au tribunal, on a cité des noms. Finalement, on a relâché. Que ce soit au bénéfice du doute, l'affaire a été jugée. Le ministère public avait le temps d'interjeter appel. Tout comme le président Sébastien Germain l'a fait. Le président Sébastien Germain l'a fait d'ailleurs. Le ministère public ne l'a pas fait. Le procureur général avait 2 mois et paré. Je peux me tromper sur les délais. Et devant une institution habilitée ou un bureau indiqué. Le procureur général l'a fait hors délai. Le président Sébastien Adjavon a exigé plusieurs fois qu'on dise à qui appartenaient les 18 kg de cocaïne pure. Il n'y a jamais eu de réponse. On en était là quand l'autre, dans sa logique de rétablir son honneur, s'est porté vers le tribunal des droits de l'homme et des peuples d'Arusha en Tanzanie. L'affaire a été plaidée. On est dans l'attente de la décision du tribunal. Et subitement, on convoque les intéressés du dossier à la Criette. Une institution d'exception qui statue en premier et dernier recours. C'est-à-dire, c'est comme le Dieu chez qui, lorsque vous allez, il y a la cassation. Lorsque vous allez, ou on vous condamne, ou évidemment, on vous relâche, selon le bien vouloir du ministre ou du gouvernement, le ministre garde des Sceaux, on l'a vu. Le ministre garde des Sceaux a presque dicté la démarche à suivre à la Criette. Lors de ça derrière, j'évolue. On est au parquet. Vous aurez le temps. On est au parquet. Vous aurez le temps. Les spécificités. On est au parquet. Les spécificités. C'est pas encore la Criette a un président et un parquet. Donc le ministre de la Justice répond du parquet. Mais et bizarrement, on l'a entendu, ça c'est un griffe. On l'a entendu, moi j'étais à la conférence de presse des conseils de Sébastien Germain Adjavon. On les a entendus déplorer quelques accointances incestueuses entre le procureur et le ministère public. Ils ont même fait, ils ont donné l'allégorie de dispositifs pour nous montrer que, historiquement, cela devrait se faire, mais que les concertations suspectes, constatées, si je le répète, il y en a toujours partout. Hier dénotaient de quelque peu... Moi, j'étais au tribunal. Oui, je viens. Dénotaient de quelque peu de raisons qui pourraient amener à craindre. Lorsque, dans cet environnement, nous avons constaté en 2 ans la démission ou la révocation de 3 procureurs généraux et de 3 procureurs de la République. C'est symptomatique de la nature que je m'interdis de qualifier, mais qui ne doit pas être bienséant des relations entre le judiciaire et l'exécutif. La sécurité juridique au Bénin aujourd'hui pose sérieusement problème. J'en ai pour preuve la cascade d'affaires démarrées, mais pour lesquelles pour certains, vous m'excusez, pour certains, notamment l'affaire Kaou, on a évolué de chef d'accusation en chef d'accusation. C'est un départ médicament. Après, c'est devenu
je crois, les propos. Après, c'est devenu la douane. Bref, nous sommes dans une atmosphère où moi qui suis ici, honnêtement, je n'ai plus confiance en ma justice. Donc, je ne présage, vous voulez parler de fantaisie? Je ne présage pas de ce que penseraient les avocats du président Germain Adjavon pour lui permettre de jouir de ses droits, de se faire représenter, ne serait-ce qu'à la première audience, encore que les avocats ont déclaré ne pas savoir pourquoi on l'a même convoqué. On ne savait même pas. Mais ils ont supposé que c'est pour le sujet de 18 kg de cocaïne pure qui avait pourtant été jugé et autour de laquelle, dans la logique de préserver son intégrité physique. J'évolue dans le débat, je peux pas finir. Laissez-moi continuer le film. Laissez-moi continuer le film. Laissez-moi continuer le film. Dans la logique de préserver son intégrité physique, le président Sébastien Germain Adjavon, président du patronat béninois, troisième avec 23%, le deuxième ayant 24%, et président élu après, au présidentiel. Donc 640 000 personnes derrière. Une autorité, j'en viens. Donc, lorsque on se retrouve dans ces, vous m'amenez à perdre le fil de mon développement, c'est pas gentil. Mais néanmoins, j'insiste et je persiste pour dire que le président Sébastien Germain Adjavon a des raisons, puisque ça se dit. Et waouh, il a Wulitolo. Il a dit Wulitolo, puisque c'est devenu la règle. Mais ouais, non, Wulitolo le bénédit. Que tu aies tort ou raison, on t'arrête et on évolue en chef d'accusation. Comment est-ce que dans cet environnement, on peut interdire aux avocats de représenter dignement leur client et tout au moins, comme vous l'avez reconnu tout à l'heure, que l'on sache pourquoi on les a appelés, quels sont les éléments nouveaux que l'on a dans cette affaire. Est-ce qu'on connaît finalement, peut-être que c'est pour aider Adjavon, peut-être qu'on connaît finalement le propriétaire de la drogue, peut-être que les noms qui ont été cités, pas quelqu'un qui a été finalement renvoyé comme un malpropre pour une supposée affaire de tir sur le champ de Tofa par un prétendu militaire mais en civil. Peut-être que l'on va nous dire de quoi retourne celle ténébreuse qui a jeté de l'opprobre, reconnaissons-le, pas sur la personne du président Germain Adjavon, parce que c'est le président du patronat. Qu'il soit là, accidentellement. Il faut qu'on revienne dans le dossier. On est dans le dossier. Et pour revenir dans le dossier, et là nous l'avons écrit. Et là nous avons écrit. Je termine par deux phrases. Et pour finir sur le dossier. Et pour finir sur le dossier de la criette. Et vous allez intervenir encore une fois. Moi j'aimerais que l'on me convainque que la criette n'est pas une justice politique. Merci. Alors, j'aimerais qu'on me donne la preuve. J'aimerais qu'on me donne la preuve. Lorsque le président que si demain, écoutez bien, que si demain, est-ce qu'aujourd'hui, avec la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a compétence désormais, compétence nationale, de connaître des dossiers liés au trafic de stupéfiants, est-ce qu'il n'était pas légitime que ce soit la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui prenne corps de ce dossier aujourd'hui, qui prenne la relève? Une fois de plus, j'ai dit, moi, j'ai pas envie de rentrer dans le fond du dossier parce que je ne le connais pas. Pour moi, c'est clair, c'est net. Je vais vous donner la différence sur les dossiers. Quand on dit au bénéfice du doute, on peut toujours avoir de nouveaux éléments. Quand on classe ensuite, on peut toujours avoir de nouveaux éléments. Quand on a jugé en dernier ressort, on peut ouvrir une nouvelle d'appel. Je vous arrête pas. Le seul problème aujourd'hui, c'est que ce soit la criette qui s'en charge de ce dossier, alors qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour de cette cour qui, pour certains opposants, a été créée pour traquer les opposants. Alors que quand même sa compétence, c'est par rapport aux affaires ou aux dossiers du genre. Vous voulez que je dise quoi? Que je dise que les inquiétudes. Vous avez fait quelle étude? Vous avez fait quelle analyse? Vous avez quel indicateur pour dire que ce n'est pas les bruits. Hein? Ce n'est pas quelques bruits qu'on appelle inquiétude. C'est normal qu'il y ait des bruits discordants. Mais pour moi, la criette est une justice, c'est une institution judiciaire spéciale, créée par une loi soumise au contrôle de constitutionnalité. Et donc, les lois, c'est la volonté populaire exprimée par les législateurs. Et donc, dans la procédure législative,
la loi portant réforme et complément sur la loi portant engagement de judiciaire au Bénin a été en bête. Donc, moi, quand ces choses sont claires, j'ai pas envie moi, j'ai pas envie de faire de polémique. Pour moi, la criette n'est pas une justice d'exception, c'est une justice spéciale. Le procureur est spécial. Et le procureur n'est pas encore la justice, il est le parquet. Et le parquet, il peut répondre de la chancellerie qui est le ministère de la Justice. C'est-à-dire que le parquet peut recevoir des instructions de sa hiérarchie qui est le ministre de la Justice. Donc, le ministre de la Justice peut même faire une conférence de presse ensemble avec le procureur spécial. Ils seront peut-être dans leur... Mais le président, vous ne verrez jamais le président du tribunal, vous ne le verrez jamais ensemble avec le ministre. Ce n'est pas possible parce que c'est comme ça que la justice est hiérarchique et organisée. Donc, on ne pense pas que le procureur, il est vassalisé. Non, il est dans son rôle du ministère public. Donc, c'est un peu notre organisation aujourd'hui. Après ce moment-là, pour moi, que le président Adjavon ait commis des avocats en ne voulant pas arriver. Ça, c'est des débats à l'interne qui se feront. Ces débats ne se font pas au marché, ni sur les réseaux sociaux. Ça se fait au parquet. Et le parquet attend le débat et ça se fait déjà. Donc moi, tout ce qui se dit, moi je n'ai pas envie de rentrer dans le dossier. Puis je ne le connais pas, je le dis une fois de plus. Je ne connais pas les nouveaux éléments dont le juge, le procureur et le parquet est possesseur pour inviter le président Adjavon. Et donc, à partir de ce moment-là, moi je n'ai pas envie de rentrer. Mais il faut que nous fassions, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire beaucoup attention. Les inquiétudes de M. Adjavon sont peut-être fondées. C'est normal. Parce que nous sommes dans un nouveau type de gestion politique dans le pays. On est habitué à l'impunité constante. On est habitué à l'impunité constante. On est habitué aux arrangements de quartier. On est habitué aux négociations de nuit. On est habitué aux relax. Parfois, on est habitué à beaucoup de situations. C'est vrai, ça nous heurte nous tous. Qui parmi nous n'est pas heurté quand il y a un dossier de justice? Tout le monde, c'est normal qu'il ait peur. Moi, j'ai pas de... C'est normal, c'est humain. Donc, mais c'est pas parce que j'ai peur que ma peur doit entraîner tout le pays et peut-être engager les institutions du pays. Ma peur est légitime, mais c'est la mienne. Je la gère avec ceux qui me sont autour. Je la gère avec les moyens techniques de l'IAB. Et les moyens, c'est les avocats. Avoir recours à des avocats de renom, c'est déjà un privilège que tous les citoyens n'ont pas. Et que le président Adjavon a. Donc, il faut qu'il s'appuie là-dessus. Et jusqu'à présent, le président Adjavon lui-même n'a pas encore parlé dans le dossier. Mais pourquoi d'autres en parlent avec tant de passion? Pourquoi on livre la criette à l'avenir populaire? Pourquoi on juge déjà le procureur? Pourquoi on juge déjà le procureur? Il n'a pas compris. Personne ne peut le juger. Pour finir avec ce sujet, je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Le dossier est sensible. La personne du président Adjavon. Le dossier est sensible. La personne du président Adjavon est sensible. Quoique tous les citoyens sont logés à la même enseigne, mais bon, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait peut-être faire beaucoup attention, soulever les inquiétudes dans les règles de l'art et faire le suivi selon les procédures. Moi, c'est ce que je pense. Et les dernières années du ministre de la Justice a été quand même clair en la matière. Il faut qu'on puisse cesser les polémiques. Mais de toute façon, le dossier est renvoyé au 18 octobre prochain. Il est exigé la présence de Sébastien Germain Adjavon et des autres prévenus. Est-ce que le président Sébastien Germain Adjavon, à votre avis, pourrait être présent? S'il serait présent, quels seraient les enjeux? Non. À la lecture des propos des avocats du président Sébastien Germain Adjavon, c'est que la sécurité de l'homme n'est pas garantie. Puisque si on empêche un prévenu de jouir de ses droits liés à la représentativité, encore comme on n'est pas encore dans le fond du débat, c'est qu'il y a un problème. C'est sa présence qu'on veut. Ou on veut sa présence, mais ou on ne veut plus qu'il descende. On dit qu'il n'est pas encore inculpé. J'en viens, moi j'analyse. Allez-y. Ou on veut sa présence, ou on veut créer des conditions pour qu'il ne revienne plus au pays. Parce que, ne l'oublions pas, c'est la suite logique de l'événement du 28 octobre 2016. Et c'est l'évolution normale d'un combat entre la coalition de la rupture, où, au lieu de travailler pour régler les problèmes fondamentaux des populations, l'on a focalisé toute son attention sur des fronts inutiles de mécontentement, avec notamment le premier qui s'est investi pour qu'on soit là, Azanaï Candide, on n'est plus avec lui. Le patriarche qui est parti s'asseoir à Bomé pour que l'on
disent que ce que les ancêtres ont refusé, on ne va pas l'accepter. Le président Dieudonné Soglo n'est plus là. Celui qui a tout fait pour qu'entre les deux tours, l'on puisse, en plus des 24% que l'on a, l'on puisse passer avec les autres. Le deuxième tour, on n'est plus avec lui. On a passé tout son temps à faire ça. Et maintenant, oui, nous sommes presque à la fin de cette émission. Maintenant, sur le cas on joue à faire peur aux acteurs politiques. On joue à biaiser les lois électorales. On joue à fermer basse sur les structures électorales. Bref, on joue à piper le jeu électoral à venir. En tentant de se... C'est le Parlement qui vote ces lois. Nous allons passer au dernier sujet qui nous parce qu'on a la faculté de mettre en cause des lois. Il n'est pas évident et il n'est pas acceptable qu'une loi soit comme une Bible. Alors, dans l'évolution des sociétés. Donc, ne dites pas qu'il n'y a pas que de bonnes intentions. Il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des... Oui, et critiquer. Il n'y a pas que de bonnes intentions. Ils ont qualité à voter. Non, on ne peut pas les juger. Oui, il y a matière à s'inquiéter des réelles motivations qui sous-tendent certaines lois que l'on a vues aujourd'hui. Que pourtant, l'ancienne Cour constitutionnelle avait remis en cause qui elle-même a remis en cause d'autres. Mais que cette Cour constitutionnelle s'est empressée. Le débat n'est pas à ce niveau. Alors, le mardi dernier, il y a également eu une actualité qui nous a très préoccupés au Bénin. Il s'agit du jugement de Sabi Sira Korogoré, le porte-parole de l'initiative de Niki. Il écope de 12 mois d'emprisonnement ferme et d'une amende de 3 millions de francs CFA. Alors qu'en tant qu'éditorialiste, comment avez-vous apprécié déjà depuis l'arrestation jusqu'au jugement de Sabi Sira Korogoré? Très rapidement, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous savez, lorsqu'on arrête un individu, lorsqu'on arrête une personne, qu'il soit militant ou pas, pour son opinion, c'est un recul sur le terrain de la démocratie. Mais lorsque je vois la nature des propos tenus, que j'ai revisité avant de venir ici, je ne vois rien de grave comparativement aux propos que l'actuel président de la Cour constitutionnelle, à la tête du mouvement Mercredi Rouge, tenait, et nous avons encore les archives, et que beaucoup de ceux qui ont aidé au retour du chef de l'État aujourd'hui tenaient lorsque le président Yahya Boni était au pouvoir. Cette arrestation participe de la stratégie de terreur du gouvernement d'empêcher la population de s'exprimer. Et cette stratégie avait pris part le musellement par les réseaux sociaux. Cette stratégie prend part les intimidations. Cette stratégie prend part l'utilisation des fonds publics pour des luttes partisanes. Cette stratégie, bref, passe par la réinvention du Bénin. On veut réinventer du Bénin tant sur le plan du droit. On veut réinventer le Bénin tant sur le plan des relations, à votre avis, des relations politiques. Ne méritent pas ce jugement, c'est ça? J'en viens. Allez-y très rapidement, nous sommes pris par le temps. Et lorsque j'observe, abondant dans le sens que vous avez enclenché, lorsque j'observe les chefs d'accusation, où l'on me dit que ce n'est pas pour la nature des propos, mais que c'est pour la diffusion sur la base de la nouvelle loi sur le numérique que l'on a voté, je me dis qu'on pourrait quand même s'en passer. On pourrait s'en passer parce que, en observant tout ce qu'il a dit, est-ce qu'il a menti? S'il a menti, les jeunes de la mouvance présidentielle, au lieu d'injurier, au lieu tout le temps de dire 10 ans talent, 12 ans talent, alors que talent n'a pas gagné suite à un coup d'État. Non, on mérite le renouvellement du mandat. Et lorsque l'on observe les clignotants aujourd'hui, tout est au rouge. Et le chef d'État a tellement compris qu'il a refusé d'aller au référendum. La justification pécuniaire est une justification de l'autorité qui ne saurait mentir. Merci. Mais quand on voit un peu ce qui se passe sur le terrain, on ne veut plus mener le combat sur le terrain, mais on veut mener le combat en instrumentalisant la justice, en clochardisant, je pèse mes mots, la police dite républicaine, qui peine à nous démontrer quelle est la même police
Et que lorsque moi, dans mon coin de Cococodi Fondi, lorsque je serai menacé, et que je l'appellerai, elle répondrait de la même manière qu'on la trouve stationnée dans la haie vive. Attendez, je vais parler. Qu'on la trouve stationnée dans la haie vive ou qu'on la trouve stationnée devant les restaurants, les débits de boissons, où se retrouveraient les proches du clan au pouvoir. Je pèse mes mots. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, Korogone est un militant de cause noble. Et on ne saurait mener une lutte. On se rappelle, Yabouni avait dépêché des militaires au domicile de l'actuel directeur général de la Loterie nationale du Bénin pour le prendre. Et on s'était soulevé. Mais aujourd'hui, pourquoi nous interdit-on de dire que Korogone, puisque après l'initiative de Niki, il y a l'initiative de Ouida, il y a l'initiative de Cotonou, il y a l'initiative d'Abomey, il y aura des initiatives. Parce que l'on oblige la population à s'organiser. Parce que l'on ne rassure pas de ce que, même si aujourd'hui est mauvais, qu'il y a des raisons d'avoir des lueurs d'espoir pour demain. Parce que l'on se comporte comme si, après soi, ça sera le déluge. Les Korogonais, il y en a partout au Bénin. J'en viens. Les Korogonais, il y en a partout au Bénin. Maintenant, nous avons soupçonné. Nous avons soupçonné que l'arrestation de Korogonais pourrait être également, puisqu'on lui aurait demandé qui le financerait, et que tout juste après, nous avions écrit que l'ancien ministre, Komekouché, l'ancien ministre d'État, Komekouché, aurait demandé qu'on lui apporte les preuves de son implication dans ce qu'on pourrait appeler de tentative de sédition. Bref, on occupe le peuple à des peccadilles alors que le peuple a faim et que l'on est incapable de donner 2 repas par jour au peuple. Le chef de l'État ne peut pas chez lui. Le chef de l'État crée les conditions. Aujourd'hui, on a une centaine de milliers d'emplois qui sont dehors. On a l'économie béninoise qui est captée. On a l'économie, laissez-moi continuer, on a l'économie béninoise qui est prise en otage par les sociétés de droit ivoirien. Je veux parler de Montfort au niveau de l'aéroport. Je veux parler de Web Fontaine. Suivez-moi. Non, vous me demandez, laissez-moi donner des éléments. Non, je vous en prie. Nous ne sommes pas des enfants. J'en viens. Nous ne sommes pas des enfants. Le débat, je ne le mène pas avec vous. Le débat, je ne le mène pas avec mon vis-à-vis. Le débat, je le mène avec moi-même, étant dans mon miroir et dans l'obligation d'être l'enfant de celle dont je suis l'enfant. Et d'être obligé de dire la vérité et rien que la vérité. Ce que je vous dis. C'est votre vérité à vous. Non, la vérité, et j'ai des éléments. C'est votre vérité à vous. Les éléments que j'ai, je disais tout à l'heure. Je disais évidemment. Mais je travaillerai à ce que les gens sachent sur la base des éléments que vous allez me laisser avancer. C'est la démocratie aussi. Allez-y rapidement, puisque nous sommes à presque à la fin de cette émission. Voilà, je disais tout à l'heure que le gouvernement était incapable de donner à manger 2 repas au peuple. Vous l'avez déjà dit. Et à laisser l'économie béninoise être prise en otage par les sociétés de droit ivoirien, la sécurité au niveau de l'aéroport, la taxation par Montfort. J'en viens. Ceci explique cela. Ça que je vous permets à Agapit de réagir très rapidement, s'il vous plaît. Bon, la réaction de Korogone est la résultante des colères, des frustrations, des manquements et de l'indignation, pas seulement de la jeunesse béninoise, mais toute la majorité de la population que le chef de l'État lui-même a reconnu que si devant le clergé catholique, que si hier le Béninois était pauvre, aujourd'hui il est miséreux. Nous n'avons rien contre le chef de l'État, mais nous espérons qu'il va travailler pour écouter, pas ceux qui le caressent dans le sens du poil, mais ceux qui ont l'obligation morale, physique et historique de lui dire la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que Korogone, si Korogone n'existait pas, il eût fallu l'inventer. Agapit Napoléon Forigan, vous avez fait la parole. Vous savez, moi, les effets de masse ne m'entraînent pas du tout. Donc, je n'ai pas envie de parler. Si je dois parler de Korogone, je risque de frustrer une famille, je risque de frustrer des gens. Et je suis un artisan de la liberté. J'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle à défendre la liberté de presse, à défendre le droit à la parole. Que certains propos peuvent mal être vus. Mais bon, vous voyez, moi, comme je dis, je dois laisser de l'aise. On est dans un pays qui a ses lois, qui a ses règles, qui a ses institutions. Et si nos institutions sont mauvaises, il faut les changer. Mais si elles sont là, donc elles sont là. Si nos textes sont mauvais, il faut les changer.
Mais s'ils sont là, c'est qu'ils sont là. Et bon, donc après, on peut... Donc, moi, pour moi, Keroboné, c'est 1000 jeunes qui sont condamnés parce que l'un a fait aller prendre le poulet, l'autre a volé le mouton, l'autre a allé on les bat, il y en a qui sont morts et qu'on les enterre dans l'autre. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait tant de bruit sur cette situation. Pour moi, c'est un dossier, on peut aller en appel et puis après, on... D'ailleurs, les conseils... Voilà, donc je déplore que ce jeune se retrouve en prison tout simplement parce que peut-être qu'il est un peu naïf ou bien parce qu'il ne s'est pas entouré de garanties, mais bon, c'est pas le gâteau de cœur qu'on qualifie cette situation-là, mais c'est clair que pour moi, il a été naïf. Et il faut qu'il essaye de se réencadrer parce qu'il y a plein de personnes qui vont lui dire oui, tu as raison, vas-y, on te soutient. Mais après, bon, c'est les mêmes personnes qui vont raser les murs de la présidence, des environs du président de la République, des marchés publics, tout ça là. Donc il faut qu'il fasse beaucoup attention. Là, après les législatives, il va avoir plein de personnes autour, dans le sérail de la majorité présidentielle, qui le sait bien. Donc, il ne faut pas que lui, il puisse libérer sa gens et sacrifier son avenir parce qu'il y a quelques gens qui ont leur intérêt ailleurs et qui le poussent à faire qui lui disent de faire des initiatives dessus, de ça. Nous, on a vu tellement d'initiatives dans ce pays. On a vu tellement de propos relève de qualité, nouvelle gouvernance. On a vu tellement de choses. On a vu les gens pouvoir... Donc, il ne faut pas que les gens nous rabâchent les esprits. Actuellement, le pays est traumatisé par des années d'inaction, d'immobilisme. Et on a passé une décennie 2006-2016 à tenter des réformes qui n'ont jamais été au bout parce que justement, il y a ces agitations. Je pense que c'est normal aujourd'hui que le président Talon essaye de bloquer, de se boucher les oreilles et de foncer. C'est normal que ça dérange des gens. Moi, je trouve que c'est humain. Mais de pas des sociétés ivoiriennes. Mais on est dans l'espace du mois. Non, on est dans l'espace du mois. C'est normal qu'il y ait des sociétés. Les sociétés béninoises n'ont qu'à les imposer dans la sous-région. C'est comme ça qu'on doit travailler. Donc pour moi, le principe de réciprocité. Pour moi, bien sûr, l'UEMOA, on est parti à l'UEMOA, à commencer de l'UEMOA. En Côte d'Ivoire, il y a des tests qui protègent les PME, PMI. Ici, les députés ne se sont pas occupés de ça. Merci. En tout cas, François Gongo, je rappelle que vous êtes protéger les PME, PMI. On peut bien donner aux sociétés Actu Express, mais il faut que les PME, les PMI locales vivent. Agapit Maforican, il est consultant médias, communication, analyste politique. Mesdames et messieurs, c'était Info Hebdo de ce 6 octobre 2018. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de programme sur les www.ezaete.com.